Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. C'était les premières vacances de la fête du printemps après l'assouplissement des mesures de contrôle du Covid-19 en Chine. Une fête du printemps 2023 très animée et marquée par un fort rebond de la consommation. Le box-office chinois a notamment fait un retour en force avec plus de 10 milliards de recettes en janvier. Les hauts lieux du tourisme chinois ont également été pris d'assaut par les visiteurs, tout comme les centres commerciaux qui ont enregistré des bénéfices records. Quels sont les différents facteurs qui expliquent ces résultats? Quel sera l'impact de ce rebond de la consommation sur l'économie chinoise? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui par liaison Internet M. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, Madame Zhao Fengyun, fondatrice et directrice générale de China Horizon Travel, ainsi que M. Clément Magard, directeur général de Fortissimo Films. Bonjour. 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 Suite au relâchement des mesures de prévention et de contrôle anti-Covid, on a pu constater que les Chinois retrouvaient leur engouement habituel pour la fête du printemps, ce qui a permis de stimuler la consommation, en particulier le marché du cinéma qui a fait un retour en force durant les vacances. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre au cinéma? Moi, j'étais en vacances dans le sud au soleil, donc je suis pas allé au cinéma, mais vu que vous m'avez invité pour cette émission, je suis allé voir 2 films, cette semaine et c'était une très bonne, motivation parce que je suis content d'être allé les voir les 2. Vous avez vu quel film? Bon, en fait, j'en ai vu 3 parce que moi, je suis responsable des ventes internationales du film Deep Sea Shanghai, le film d'animation chinois, donc je l'avais vu avant le Nouvel An chinois et cette semaine, j'ai vu, Man Qianghong, Full Red River de Zhang Yimou et puis, le Longitude R, donc le Wandering Earth numéro 2. Et quels sont vos commentaires? Bah, du point de vue effectivement technologique, de qualité de production, c'est assez époustouflant. Effectivement, on reconnaît un peu le style américain d'Hollywood et c'est très, c'est adapté d'un livre de Liu Cixin, donc je pense que j'ai pas lu le roman, mais effectivement, il donne une matière assez importante comment dire, de créativité dans ce qui se passe dans l'espace, comment les hommes peuvent conquérir l'espace. Donc, de ce point de vue-là, c'est un aboutissement technologique assez fort pour créer ce genre d'image, imaginer ce genre de dispositif dans l'espace, etc. C'est assez, je pense, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un grand bond en avant pour les films de science-fiction. Selon les chiffres publiés par l'Administration nationale du cinéma, les recettes du box-office chinois ont dépassé 10 milliards de yuan, environ 1,5 milliard de dollars en janvier 2023, soit le chiffre le plus élevé en janvier dans l'histoire du cinéma chinois. Comment analysez-vous ce retour en force du box-office chinois, Monsieur Magard? Je pense que tout le monde, on aura le même raisonnement, c'est-à-dire que c'est la fin des restrictions après 3 ans de restrictions Covid. Donc il y a un effet de retour à la consommation, d'envie de loisirs, d'envie de sortir. Même si effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore un petit peu peur du Covid, et malgré ça, comme vous venez de dire, c'est le chiffre le plus important de l'histoire pour un mois de janvier. Donc je pense que c'est l'envie de sortir, de voir des amis, de voyager. Et le cinéma, c'est une façon de voyager. Il y a le tourisme dont on parlera tout à l'heure, mais le cinéma, c'est vrai que pour les citadins, ceux qui ne partent pas, c'est le meilleur moyen de s'évader, d'avoir une expérience en famille ou avec des amis de, de loisirs et de voyage. Donc je pense que c'est la première raison. Et d'après vous, ce succès marque-t-il la fin de cette période glaciaire du cinéma vécue ces dernières années? Bah, effectivement, en Chine, on a vécu pour le cinéma une période dure. Il y a beaucoup de cinémas qui se sont fermés. Je crois qu'il y en a 4000 en 2022. Mais ça, c'est pas que en Chine, c'est dans le monde entier. Tout le monde a souffert de la pandémie. Certains pays pendant 1 an, 2 ans. En Chine, c'est surtout 2022 qui a été dur. 2020, 2021, ça allait. Au contraire, c'était le box-office le numéro un au monde devant les États-Unis, je crois, 2020 et 2021. Mais c'est surtout 2022 que c'était dur. Donc là, on sort de cette période très dure. On peut parler de période glaciaire, en tout cas période pandémique.
Et là, je pense qu'on est sorti de cette période. Alors après, on ne sait pas, mais effectivement, là, en tout cas, à court terme, moyen terme, on est sorti de cette période dure. Et là, c'est un début très fort. Effectivement, c'est un début très fort, le Nouvel An chinois, en termes de chiffres. Monsieur Wang, que pensez-vous de ce grand retour du cinéma en Chine? Donc je pense que effectivement, comme Clément a dit, c'est un cumul de besoins qui a tarté jusqu'au moment où c'est ouverte. Donc on a vu beaucoup de gens qui ont hâte à aller au cinéma parce que c'était une tradition déjà avant la pandémie. C'est-à-dire qu'on avait déjà sur le marché du cinéma des films dédiés à cette période de fête du printemps. Donc en chinois on les appelle les He donc en fait c'est réservé à cette période. Donc, ce sont les films qui sont souvent, qui est rigolo, qui apportent la joie. Donc, cela a formé une habitude de sortir pour aller au cinéma, pour les amis, pour les membres de famille. Donc, cela est devenu un phénomène. Donc, ce besoin a été cumulé pendant une longue période à cause du Covid. Et maintenant, donc, quand c'est relâché, les gens commencent à retrouver leurs habitudes. Donc, cela a créé un rebond sur le marché. Donc quant à l'avenir, on ne sait pas encore, mais je pense que, il y a les 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y a l'offre et la demande. Comme la demande est très présente, comme on peut le constater, l'offre, pourrait éventuellement donc s'amplifier suivant l'investissement qui va s'accroître, je pense, dans l'avenir. Donc il y aura de plus en plus d'investissements ou de rattraper les investissements qu'on n'a pas pu faire pendant les 3 années précédentes. Donc il y aura plus d'offres sur le marché. Donc probablement, le cinéma vont rester plein pendant une longue période. Monsieur Magard, vous avez dit tout à l'heure que tous les 3 films que vous avez vus étaient de bonne qualité. Alors pour vous, quelles sont les grandes caractéristiques de l'industrie cinématographique chinoise? C'est difficile à dire. La première chose, je dirais que avant les caractéristiques, il y a les points communs de l'industrie chinoise avec toutes les autres industries du cinéma dans le monde. C'est-à-dire que l'industrie doit faire face aux plateformes vidéo. Donc ça, c'est un point commun avec tous les pays. La différence, c'est qu'en Chine, on n'a pas Netflix, mais il y a l'équivalent, il y a 3 grosses plateformes chinoises. Donc ça, c'est un point commun. Le fait que les producteurs de cinéma, de salles, doivent s'adapter cette nouveauté, c'est-à-dire doivent créer peut-être des films plus différents des films Internet, c'est-à-dire peut-être plus spectaculaires, euh, des plus gros budgets peut-être. Ça, c'est pour les points communs. Les caractéristiques, bah, disons, c'est un très gros marché. Euh, Par rapport à la France, peut-être nos auditeurs connaissent le marché français un petit peu. Il n'y a pas le système, il n'y a pas beaucoup de systèmes d'aide publique pour les films. Donc, ça veut dire que les producteurs qui investissent dans des films, ils doivent recouper leur investissement du box-office, du marché. Donc, ça force les producteurs à créer des films qui attirent le public. En Chine, la pression des médias, des réseaux sociaux est très forte. C'est-à-dire que la force des réseaux sociaux, des internautes est forte partout, avec tous les réseaux sociaux dans le monde. Mais en Chine, ça peut créer des buzz encore plus forts, je pense, que des buzz sur certains acteurs ou réalisateurs. Donc ça, c'est très... Pour les producteurs de cinéma, c'est un point assez sensible. Euh, faire attention à l'opinion des réseaux par rapport à leurs films, leurs réalisateurs, leurs acteurs. Ça, c'est une caractéristique à laquelle j'ai pensé. Des films comme The Wandering Earth 2 ont non seulement de gros succès en Chine, mais ils reçoivent aussi d'excellentes critiques à l'étranger. Autrefois, les films chinois qui faisaient parler d'eux à l'étranger étaient plutôt les films d'auteur à petit budget. Mais aujourd'hui, les films chinois à gros budget commencent également à s'imposer sur le marché international du cinéma. Monsieur Wang, comment analysez-vous cette évolution? Je pense que c'est en fait une règle générale pour l'industrie cinématographique, c'est-à-dire qu'on va faire une concurrence sur le marché international avec les films de haute technologie, de grand investissement, etc. Donc c'est une règle générale, sinon on ne pourrait pas vraiment faire la concurrence. Et je pense qu'il y a aussi une question de l'image de la Chine, industrie cinématographique chinoise dépend également de l'image du pays, par exemple pour le sujet spatial, comme Wandering Earth 2.
En fait, il y a une question de crédibilité quand la Chine a envoyé beaucoup de fusées dans l'espace et des stations, des laboratoires dans l'espace. Donc, on croit que les gens savent comment faire les films dans l'espace. Donc, on a du mal à imaginer un autre pays qui n'a jamais envoyé donc une satellite dans l'espace de pouvoir produire ce genre de film. Donc, il y a une question de l'image donc du pays dans l'investissement en sciences et technologies et en conséquence donc les sujets de choix. Donc je crois que cette fois-ci donc les films chinois ont de plus en plus de caractère sciences technologiques futuristes, etc. Donc qui peuvent avec ce genre de sujet conquérir le marché mondial. Hormis le marché du cinéma, on a vu aussi que l'industrie du tourisme avait enregistré un gros rebond durant cette fête du printemps. Est-ce que vous avez profité des vacances pour faire un peu de tourisme, Madame Zhao? En fait, comme vous le savez, donc après la fin du Covid pour nous, donc beaucoup de gens ils ont les vacances. Alors nous, comme en tant qu'agence de voyage, donc on commence à être occupés, c'est-à-dire les gens ils ont envie de partir et ils commencent à voyager en Chine. Et là, du coup, on est très occupés. Donc moi, avec mon équipe, on n'a pas voyagé pendant la fête du printemps. On est resté et pour prendre soin de nos clients qui sont partout en Chine. Les Et là, deux. c'est un bon signe pour nous. Selon les chiffres publiés le 27 janvier par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, plus de 300 millions de voyages intérieurs ont été effectués pendant les vacances de la fête du printemps cette année et les recettes du tourisme intérieur se sont élevées à environ 376 milliards de yuan, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Madame Zhao, d'après vous, quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à ce rebond de l'industrie du tourisme? Et donc, je pense que le plus important, c'est cette liberté. Alors, les gens maintenant, donc après 3 ans chez eux, alors maintenant avoir cette liberté de pouvoir bouger, de voyager. Donc, ça, c'est le facteur le plus important. Et donc, deuxièmement, c'est que pendant 3 ans, donc les gens, ils ont, je peux dire financièrement, ils ont épargné pas mal de réserves et pour pouvoir dépenser et après cette ouverture. Et donc, et pour le voyage à l'étranger, donc deux facteurs, et le visa et le vol. Les vols maintenant deviennent beaucoup moins chers par rapport par rapport au moment de Covid. Que aussi, donc, pour beaucoup de pays, ils ont maintenant donc commencé à traiter donc les visas pour les touristes chinois. Donc ça, c'est les deux facteurs pour pouvoir permettre aux clients chinois de voyager à l'étranger. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un effet à court terme ou au contraire d'une tendance à long terme? Moi, je pense que c'est que le début. Donc, ça, c'est. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont encore très, comment dire, plus brutants. Alors, ils n'ont pas bougé. Et ça, c'est qu'un petit début. C'est-à-dire, donc, le développement de l'industrie du tourisme. Et donc, ça, c'est, je crois que c'est que le commencement. Et il y aura une tendance de se développer et aussi beaucoup, beaucoup plus de touristes chinois. Ils vont d'abord découvrir la Chine et aussi donc partir à l'étranger. Et donc là, je pense qu'il y a, comment dire, c'est l'évolution de mentalité pendant les 3 Covid. Alors les gens avant, ils pensaient que peut-être ils vont voyager l'année prochaine, peut-être ils vont amener leurs parents donc découvrir l'Europe par exemple, mais 3 ans de Covid, les parents vieillissent. Et du coup, ils n'ont pas pu faire. Et ça, c'est un regret, donc vraiment, donc à vie. Et du coup, donc maintenant, quand ils ont l'occasion, ils voyagent, ils bougent. Et ils pensent que ça, c'est aussi, c'est le plus c'est un grand bonheur de pouvoir partager donc de moments de voyager avec la famille. Hmm. Monsieur Wang, pour vous, avez-vous déjà des projets de voyage pour cette nouvelle année? Oui, en fait, je pense que déjà dans le cadre de travail, il y a le besoin de se rendre à l'étranger, c'est déjà très présent. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on n'a pas pu
voyager à l'étranger pour les affaires et maintenant les affaires vont reprendre progressivement, les contacts renouer. Donc maintenant les Chinois, les entreprises, les différentes institutions ont ce besoin de voyager. Donc pour l'année 2023, il y a déjà un besoin énorme de sortir de la Chine, malgré les contraintes qui existent encore aujourd'hui pour les contrôles de Covid à l'étranger. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de voyages. Et en ce qui concerne le voyage privé, c'est-à-dire qu'en famille, donc Madame Zhao a tout à fait raison de rappeler qu'on n'attend pas maintenant. Quand on a envie de faire un voyage à l'étranger, on le fait parce que la pandémie nous fait comprendre que jouir de la vie, c'est très important, plus important même parfois que le travail. Et Monsieur Magard, des projets de voyage pour 2023? Pareil, les voyages d'affaires vont reprendre. Dans 2 semaines, je vais au Festival de Berlin. C'est un festival dans lequel je vais tous les ans dans le cadre de mon travail, mais pendant 3 ans, j'y suis pas allé. 21, 22, non, juste 2 ans. Donc là, j'y retourne en plus avec un film chinois. Et cette année, au Festival de Berlin, il y a beaucoup de films chinois. En général, il y en a pas mal, mais cette année, il y en a au moins 6, 7, 8, en comptant les longs et les courts métrages. Donc ça, c'est pour les voyages d'affaires, ça va reprendre. Pareil, j'irai au Festival de Hong Kong après en mars. Donc c'est la chance de mon travail. Et par ailleurs, pareil, ça fait longtemps que je sais qu'il faut jouir de la vie. J'ai pas attendu la pandémie, mais c'est vrai que la pandémie, d'autant plus, par exemple, j'ai des cousins au Brésil. Je dirais un jour, mais là, avec cette histoire de pandémie, je me suis juré pendant la pandémie qu'une fois que ça sera ouvert, il faudra que j'y aille. Donc maintenant, il faut que j'achète les billets et que j'y aille. Selon un rapport de synthèse sur les voyages lors de la fête du printemps 2023, publié par la plateforme de voyage Ctrip, les achats de voyages à l'étranger pendant les vacances de la fête du printemps ont augmenté de 640% en glissement annuel et les achats de billets d'avion et les réservations de chambres d'hôtel vers l'étranger ont plus que quadruplé. Madame Zhao, d'après vous, comment la fin des restrictions en Chine sur les voyages va-t-elle impacter l'industrie du tourisme mondial? En fait, le tourisme chinois, je peux dire, donc occupe toujours une place très importante. Et donc, depuis 10 ans, les voyageurs chinois sont les bienvenus dans le monde entier. Et donc les hôtels, les magasins, les restaurants, donc ils ont aperçu que en fait les Chinois d'abord la volume. C'est beaucoup de clients par rapport aux autres pays d'abord. Et après donc la capacité de consommation est vraiment supérieure que les autres pays aussi. Du coup donc et beaucoup de pays ils attendent les touristes chinois. Et donc, je pense que après 3 ans d'attente, et ils ont bien préparé pour accueillir les touristes chinois. Et donc, et les touristes chinois aussi, donc après 3 ans de fermeture en Chine, et ils vont dépenser plus d'argent et pour, voilà, comme Monsieur a dit, donc jouir de la vie. Donc, sur le plan consommation, pour le choix des hôtels, pour le choix des vols, le choix avoir plus de confort dans leur voyage. Et donc, parce que j'ai des contacts avec Ado France, c'est-à-dire c'est l'agence, c'est le bureau du tourisme et de la France. Donc, eux, ils sont vraiment prêts. Donc, toute l'équipe est prête pour accueillir les touristes chinois. Et pendant la fête du printemps, tout le monde le sait que, par exemple, le directeur de l'Office du tourisme de la Thaïlande, il était à l'aéroport pour accueillir les clients chinois. Alors, ça a surpris tout le monde. Et ça a touché aussi, ça a touché le peuple chinois. Parce que cette façon d'accueillir le peuple chinois, c'est vraiment très chaleureux et très sympathique. Donc, je crois que maintenant, la destination la plus demandée, c'est la Thaïlande. Et d'après les statistiques de l'Office du tourisme donc là, c'est et du tourisme et de culture en Chine, et pendant les vacances de la fête du printemps. Donc la destination maintenant, c'est encore la destination la plus proche, comme Singapour, Hong Kong, Macao, la Thaïlande, le Cambodge.
et deviennent donc les premières destinations des voyageurs chinois. Et je pense qu'au fur et à mesure, avec la confiance des gens, alors ils vont partir un peu plus loin. Donc l'Europe, par exemple, l'Australie et l'Amérique du Sud et toutes ces destinations qui sont loin, mais qui demandent aussi un budget. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la vraie ouverture et ils vont partir. Et donc, aussi les offices de tourisme et du pays, de leur pays. Donc, aussi, vous savez, donc, ils attendent, hein, tout le monde attend. Et Monsieur Wang, quel est votre point de vue sur le développement du tourisme en 2023 après la fin des restrictions sur les voyages? Les touristes chinois constituent une dynamique de l'économie mondiale et donc on va voir que cela va se développer, continuer à se développer cette année en 2023 et que de plus en plus de pays vont retrouver leurs clients chinois et le tourisme va entraîner aussi d'autres secteurs à se développer, la restauration, le loisir, les produits de luxe, etc. Donc cela va apporter encore une souffle d'air donc, aux pays qui souffrent qui peinent à reprendre l'économie. Donc maintenant, je pense que cela va apporter de nouvelles chances à l'économie mondiale. La prévention épidémique ces 3 dernières années a sans doute entraîné un recul de la consommation partout dans le monde. Monsieur Wang, comment évaluez-vous le potentiel de rebond de la consommation en Chine? Je pense qu'il y a le court terme et le long terme. C'est-à-dire que si nous regardons le court terme, il y a un effet de cumul, c'est-à-dire que nous n'avons pas consommé pendant une relativement longue période. Donc il y a un cumul de richesses qui devait être dépensé et qui va être dépensé maintenant. Sur le marché chinois, on constate un rebond de consommation déjà. Et le tourisme qui ne cesse de se développer en ce moment en est la preuve. Mais c'est pour le court terme, c'est-à-dire que les gens vont rattraper leur manque pendant ces 3 années. Et il y a aussi la question de longue période, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons dépendre de la consommation comme un pilier de la croissance économique? Cela dépend non seulement de la situation économique domestique, mais aussi la situation économique mondiale. C'est-à-dire que si nous pouvons attendre une reprise progressive de l'économie mondiale, la demande extérieure est plus forte, donc la machine va de nouveau tourner à plein régime. Donc, cela va créer de l'emploi, donc de la richesse, et ensuite la consommation va être durable. Mais nous ne savons pas encore sur le long terme, mais à court terme, en moins pendant ces 2, 3 ans, la consommation va rester un pilier de croissance économique, au moins domestique pour la Chine. Et le dernier rapport publié par les Nations Unies prévoit que la demande de consommation intérieure de la Chine va continuer d'augmenter à l'avenir et que la croissance économique en Chine atteindra 4,8% cette année, ce qui stimulera la croissance économique régionale. Et par ailleurs, dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI a même prévu une croissance de 5,2% pour l'économie chinoise en 2023. Quelle est votre opinion à ce sujet? Alors, 5%, c'était déjà l'objectif qu'on s'est donné l'année dernière, mais malgré la pandémie, en fait, on a prévu beaucoup d'investissements, et notamment dans le secteur de secteur vert et numérique, donc ce qui représente un potentiel pour l'avenir. Je crois que ces investissements ne sont pas encore donc complètement utilisés. Alors, il y aura un effet de cumul que nous allons pouvoir continuer à profiter de ces investissements et de compléter notre chaîne industrielle dans, par exemple, la voiture électrique pour donc l'énergie renouvelable, etc. Donc, il y aura beaucoup d'investissements de ce genre qui vont continuer à jouer un rôle pour l'économie mondiale. Donc 5% de croissance n'est pas un rêve, c'est presque donc un niveau retrouvé en quelque sorte. Donc pour la Chine, donc, il est important de maintenir le cap, donc c'est-à-dire de transition verte, transition numérique,
que nous savons déjà assez bien faire pendant la pandémie. Par exemple, l'industrie numérique s'est beaucoup développée. Donc l'économie tourne autour des plateformes, à la fois pour le loisir que pour les affaires, la monnaie numérique, etc. Donc il y a beaucoup de secteurs ont connu ce potentiel de croissance et de développement numérique. Donc avec ces deux piliers, je crois que l'économie chinoise va pouvoir connaître encore de la croissance pendant une relativement longue période, et cela correspond également un besoin mondial, c'est-à-dire que nous voyons que les États-Unis et l'Europe continuent à faire aussi ce genre de transition, mais en termes de technologie, ils ont investi moins par rapport à la Chine, et je crois que la technologie chinoise en termes de l'économie verte et numérique ont connu une certaine avancée, donc que cela va permettre à la Chine de maintenir sa croissance durable dans ces domaines. Et Monsieur Magard, d'après vous, quel rôle a joué cette fête du printemps 2023 dans le retour à la confiance que l'on peut observer aujourd'hui dans de nombreux secteurs chez les consommateurs chinois? Je pense que ouais, la levée des restrictions a eu lieu, si je me rappelle bien, fin décembre. Et juste, donc tout le monde a eu le temps d'attraper le Covid. En tout cas, nous ici à Pékin, autour de moi, tout le monde l'a eu, mais c'est bien parce que ça a pris une semaine ou deux pour l'avoir et de redevenir négatif. Et juste à ce moment-là, une fois qu'on est devenu négatif, c'était la fête du printemps. Et donc, c'est venu, je pense, au très bon moment, justement, fin des restrictions, fin de du Covid pour beaucoup de personnes. Et donc, ça a marqué disons, un bon début parce que la fête du printemps en Chine, c'est une des périodes de vacances les plus importantes où les familles ont l'habitude de voyager, d'aller au cinéma, de consommer. Et donc, c'était, je pense, c'est tombé au très bon moment pour donner un nouveau rythme de consommation, de voyage à tout le monde en Chine et de la confiance qui est importante pour tous les secteurs de l'industrie, de l'économie. Et Madame Zhao, quel est votre point de vue? Comme nous travaillons dans dans le tourisme, alors on a bien aperçu que, en fait, et pendant la fête du printemps, par exemple, déjà c'est un bon exemple. Donc les gens, ils payent très cher pour partir à Sanya. Ils payent très cher pour partir à l'île de Maldives. Et ça nous a bien surpris parce que c'est des gros budgets et surtout c'est quand c'est un voyage de famille. Vous savez, c'est 4, 5 personnes. Et là, ça veut dire que les gens, ils ont cette volonté de partir et aussi ils sont prêts pour payer. Pour payer, c'est donc là, on a bien vu que cette capacité de consommation et aussi l'évolution c'est-à-dire de cette l'esprit de consommation. C'est-à-dire les gens quand ils veulent se faire plaisir, ils payent. Alors c'est après ce Covid-là, on a vu ce changement. C'est une évolution. Et on est très content aussi parce que nous sommes l'agence de voyage. On veut bien que les clients ils payent cher pour acheter un beau voyage. Donc parce que plus c'est cher, en fait, plus c'est satisfaisant. Donc les clients ils sont très satisfaits, ils reviennent en chantant. Donc là c'est en chanter et du coup donc ça nous rapporte des clients fidèles. Et donc et aussi comme vous le savez aussi les grandes marques comme donc des grandes marques de Paris. Donc, ils sont venus à Hainan et pour négocier, pour discuter la négociation avec, vous savez, avec Hainan. Hainan, ça devient une zone très particulière et ça a bien attiré les clients. Les clients chinois, ils achètent des grandes marques à Hainan. À mon point de vue, c'est que les 3 ans de Covid, bien sûr, l'économie a fait comment dire, un ralenti. Mais en même temps, donc 3 ans d'attente. Et ce rebond, moi j'ai déjà bien senti le rebond du développement économique de la Chine. Je vous remercie Monsieur Wang Kun, Madame Zhao Fengying et Monsieur Clément Magard d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Et à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.